Vous allez donc nous montrer que vous illustrez bien le rôle de chacune de ces structures, la différence entre promotion de la santé et prévention. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est, en tout cas pour l'IREPS. Merci Anne-Carole Monnier. Oui, merci. Je représente donc l'IREPS, qui est une association à l'échelle régionale, donc la Nouvelle-Aquitaine. Certains d'entre vous ont peut-être connu il y a quelques années le nom de CODES. C'est la même structure, peut-être aujourd'hui on s'est régionalisé. Donc c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Toute personne qui veut mettre en place un projet, une action de santé au sens large peut venir nous solliciter et les services que je vais vous expliciter après restent gratuits puisque nous font partie de missions pour lesquelles l'ARS nous a fléchis. Notre fonctionnement, c'est une approche positive, la santé pour tous, puisque notre but n'est pas de stigmatiser les comportements à problème, mais au contraire de chercher des façons d'aborder comment être en bonne santé. Donc on est beaucoup plus dans l'idée de la promotion de la santé que de cibler des problématiques. On agit pour réduire les inégalités sociales de santé, on agit auprès de la population en renforçant le pouvoir d'agir. Ça peut être auprès de la population directement, mais ça peut être aussi indirectement par le biais de l'accompagnement de tous les acteurs qui gravitent autour de la population. On agit aussi auprès des décideurs pour créer des environnements favorables à la santé et au bien-être. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Durand, effectivement, l'environnement reste aussi une chose importante à prendre en compte, et pas seulement directement des responsabilités individuelles. Donc, notre offre de service à l'IREPS, on vous propose de venir chercher des outils, des documents. J'en ai apporté quelques-unes des illustrations. Si vous avez un moment, vous pourrez descendre pour regarder. Vous pouvez venir nous emprunter des ouvrages pour prendre des connaissances. Ça peut être aussi des ouvrages que les jeunes peuvent s'approprier pour eux se renseigner sur les thématiques, mais aussi des outils pédagogiques pour animer des séances d'éducation. Donc, si vous voulez regarder un petit peu ce qui est disponible à l'IREPS, vous retrouverez sur le site IPOP un certain nombre d'outils qui sont disponibles au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Et en faisant des recherches ciblées, vous aurez les outils spécifiquement pour la cause. On a aussi une documentaliste au niveau régional qui fait une veille documentaire pour être bien à la pointe de toutes les données actualisées dans le sens de la santé au sens général. On n'est pas que sur les addictions. On propose aussi donc de l'accompagnement des acteurs. Vous n'hésitez pas à venir nous chercher pour de la méthodologie des projets, pour concevoir des actions, pour concevoir des animations. On a d'autres missions qui sont un peu moins ciblées sur les addictions, mais pour lesquelles l'ARS nous attend au niveau des projets. On propose aussi de la formation. On propose la formation littératie en santé, animer des séances collectives d'éducation pour la santé, méthodologie de projet. Quel est l'intérêt pour vous par rapport à ce qui se passe ici ? Eh bien, c'est que tout simplement, quand on est professionnel de la santé, de l'éducation, on n'est pas forcément animateur. Et en revanche, si on veut pouvoir présenter une action de promotion de la santé ou de prévention et qu'on veut proposer un outil, un médiateur pour pouvoir favoriser la parole, d'avoir des techniques d'animation peut être utile. Donc vous pouvez venir vous former à l'IREPS. C'est une formation qui est financée par l'ARS. Ça dure 2 jours. C'est ma collègue Coralie Montagnon, qui est aussi documentaliste, qui l'anime. En revanche, si c'est plus pour pouvoir concevoir votre programme d'éducation, de prévention, tout ça toujours autour d'un projet de santé, que ce soit les addictions, mais aussi les autres choses qui sont ciblées dans vos structures, c'est moi qui vais vous accompagner sur la méthodologie de projet, c'est moi qui vais cette formation-là. Parce que l'idée d'avoir un déroulé pédagogique, ça se construit, ça ne s'improvise pas. Si vous n'avez pas déjà outillé sur ce sujet-là, vous pouvez venir chercher ça chez vous. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, notre cœur de métier, c'est l'éducation et la promotion de la santé. Donc là, c'est simplement une petite illustration de la promotion de la santé avec les 5 axes illustrés par la Charte d'Ottawa et les priorités de la région. Mais je vais éviter un cours, ce ne serait pas intéressant aujourd'hui. Voilà, j'avais juste ciblé l'idée que l'éducation à la santé, ça cible principalement un des axes de la promotion de la santé. Donc l'éducation à la santé, c'est un des outils de la promotion de la santé. Parce que pour beaucoup, quand on n'est pas vraiment à l'intérieur de
Champ sémantique, faire la distinction entre la promotion de la santé et l'éducation de la santé, c'est pas simple. Donc si on raccourcit, on peut penser que l'éducation à la santé, c'est un des outils pour promouvoir la santé. Et un petit schéma, un petit peu improvisé, je l'ai créé pour y voir clair et notamment pour d'autres personnes pour qui j'ai proposé une formation, et la prévention. Parce qu'on vous parle de prévention des addictions, on vous parle de promotion de la santé, on vous parle d'éducation, ça fait beaucoup de terminologie, et si on y voit clair dans tout ça, eh bien la prévention, c'est une partie seulement de la promotion de la santé. Et celle-ci, elle cible principalement les facteurs de risque. La prévention est associée aux facteurs de risque. Donc on est plutôt autour de la maladie, alors que la promotion de la santé, elle est transversale, elle est décentrée de la maladie, de la pathologie, du handicap. C'est beaucoup plus généraliste. La promotion de la santé, c'est une approche positive, alors que la prévention, c'est une approche de réduction des risques. Donc, ce que je vous propose, c'est, quand vous en aurez besoin, qu'il s'agit de cibler les addictions ou les autres problématiques de la petite enfance, c'est de venir nous voir pour vous aider à construire des actions, des programmes en matière d'éducation à la santé, pour pouvoir développer des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire, puisque l'éducation, c'est pas seulement donner de l'information. Les personnes ont déjà leurs propres connaissances. N'hésitez pas à vous en servir aussi pour co-construire avec eux, on sera toujours plus pertinent. Et de ne jamais oublier non plus que les changements de comportement, c'est uniquement si les personnes le souhaitent. Vous pouvez aussi venir nous chercher pour de l'appui méthodologique, du conseil. C'est uniquement un schéma pour rappeler exactement dans la méthodologie de projet qu'il y a plusieurs étapes et que comme ça reste votre projet dans votre structure, si vous venez chercher des reps pour ce genre d'éléments, vous pouvez venir nous chercher à n'importe quelle étape de votre projet ou pour l'intégralité. Dans notre service, dans notre centre de documentation, l'IREPS à Guéret, il est situé rue de la Sénatorie, face à l'entrée du parc, l'ancien bar PMU, pour ceux qui voient ça parle en général. N'hésitez pas à venir nous chercher aussi pour des outils médiateurs. Il peut y en avoir vraiment pour tout type de professionnels. On peut vous proposer des vidéos, des photolangages, des jeux, des jeux pour du théâtre forum, et pour le reste de la liste qui vous est présentée ici, c'est plus des techniques d'animation pour lesquelles on peut vous conseiller en fonction des objectifs pédagogiques auxquels vous aurez pensé ou pour lesquels on vous aura guidé par rapport à vous où vous vouliez emmener vos jeunes. Donc pour nous contacter, l'IREPS Nouvelle-Aquitaine, d'Antenne Creuse, 18 avenue de la Sénatorie, au 05 55 52 36 82. Pour le conseil d'appui méthodologique, pour tout ce qui est ingénierie, ça sera moi. Vous avez mon mail qui est affiché. Et pour ce qui est ressources pédagogiques, là c'est plutôt ma collègue Coralie Montagnon qui avait préparé l'ensemble des documents spécifiques aux addictions chez les jeunes. Donc ça, pour nous contacter, c'est du lundi au vendredi uniquement sur vous. Merci. Je passe Merci aux collègues. Alors, enchaîner en effet avec les autres structures. Auparavant, Caroline, par merci pour cette intervention. On vous retrouve ensuite, puisque vous allez là aussi collaborer avec les autres structures. Est-ce que vous collaborez d'ailleurs avec celle d'Alexandra Durand? Est-ce que vous avez des échanges avec l'association de prévention du psychotrauma ou pas? Ou c'est trop en amont pour vous? Non, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Nous n'avons actuellement pas de projet en lien avec la protection de la petite enfance qui nous serait financée par l'ARS, mais c'est un projet qui peut être conçu et ensuite discuté ou avec notre dialogue de gestion. Et ça reste de toute façon une approche intéressante. Et de la même façon, si l'association appelle a besoin de réfléchir à des médiateurs pour des entretiens, c'est avec plaisir qu'on recevra Madame Durand ou son équipe aussi pour lui apporter des outils. Et puisque vous parlez de promotion, le film qu'on a vu tout à l'heure sur la plasticité cérébrale, est-ce que le grand public ne pourrait pas y avoir accès? Parce qu'il est très intéressant, il est bien fait, et il apprendrait pas mal de choses, je pense aussi pour le grand public. Oui, Il est très tout ça pour nos comportements futurs.
Le film est très intéressant et des ressources dont on dispose au centre de ressources, n'importe quelle personne peut venir chez nous. On peut très bien envisager d'ajouter cette vidéo dans notre liste de bibliothèques, de ressources, ça c'est tout à fait possible. Quant à savoir s'il est vraiment accessible à tout le monde au niveau de la compréhension, pour beaucoup, oui. Pour tout le monde, je ne dis pas forcément. Je pense que ça mérite aussi l'accompagnement de quelqu'un d'extérieur pour sensibiliser. Merci à vous, Carole. On vous retrouve tout à l'heure. On fera un temps d'échange après la présentation des autres structures. Valérie Herbier et Mélanie Mars, donc vous allez nous présenter l'association Addiction France. Vous êtes sur l'antenne de la Creuse. Vous êtes toutes deux, vous avez un profil de travailleuse sociale. Vous êtes donc animatrice de prévention, hein, on parle bien de prévention et non pas de promotion. Et en effet, le fond de votre travail, si j'ose dire, c'est prévention et formation également. Vous allez nous présenter votre association, évidemment. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez malgré la voix un peu nasillarde? Sinon, vous me dites si c'est pénible et c'est Mélanie qui posera. Approchez bien le micro. Parfait. Voilà. La même main comme ça? Parfait. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on connaît déjà et est-ce que ça peut bien vous connaître? Donc, pour vous présenter un petit peu Addiction France, jusqu'en 2021, on s'appelait ALPA. On a changé de nom pour que ce soit un petit peu plus visible. C'est joliment marqué derrière moi. Moi, je vais vous le faire en version synthétique. Donc, Addiction France est une grosse structure nationale. On est dans quasiment tous les départements de métropole et d'outre-mer et nos thématiques portent sur tout type d'addiction, qu'elles soient avec ou sans produit. On peut peut-être les citer, tabac, alcool, cannabis, autres acides divers et variés, écran, troubles du comportement alimentaire, sexe, achat compulsif, jus d'hasard et et on a deux types de structures, enfin deux types de services. On a les SAPA, les centres de soins, et on a les services de prévention. Et du coup, voilà, au niveau de la Creuse, on a uniquement un service de prévention. Voilà. On a les petits agréments que vous pouvez lire. Hein. L'idée, en tout cas avec les personnes avec qui on travaille déjà, vous savez qu'on ne diabolise pas, que ce soit des consommations, que ce soit des produits. L'idée, en fait, c'est de travailler un petit peu comme Carole disait, en fait, sur tous les aspects que peuvent être un produit et que peuvent être des consommations. Et en fait, on va travailler avec l'un des personnes sur eux où ils en sont et ce qu'ils ont envie de faire. Parce que nous, on a envie qu'ils fassent. Juste pour compléter, au niveau national, du coup, c'est noté que donc on est Addiction France et également force de proposition pour faire évoluer les opinions et les législations, c'est-à-dire que en fait, l'association Addiction France au niveau national a aussi un pouvoir de consultation au niveau de l'État et du coup il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau national, notamment toutes les publicités qui vont à l'encontre de la loi E20, c'est Association Addiction France qui se porte partie civile. Et d'ailleurs, une toute petite parenthèse, dans le cadre de la Coupe du Monde, souvent on sait que l'alcool est associé au sport. Et il y a toute une demande de mobilisation de la population qui est faite par l'Association Addiction France. Donc si vous relevez, dans la rue, partout, des associations qui sont faites entre alcool et sport, vous pouvez du coup envoyer sur l'Association Addiction France sur Instagram ou sur Facebook voilà, des petites photos de ce que vous pouvez voir, que du coup on puisse au niveau du national faire remonter aussi ce lobby. Voilà. Et du coup ça peut nous être utile. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur l'Insta et le Facebook de l'Association Addiction France. Donc très rapidement, parce que c'est vrai que, on va y revenir après, en Creuse, donc on est 5 salariés, mais au national on est pas 1600, on est fort régionalisé, comme la plupart d'entre vous. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est une petite carte qu'on a fait pour montrer un petit peu, on est là, en haut. Pour montrer les services de prévention, les XAPA et les CARU.
Voilà. Et on a mis aussi des petits points pour les départements limitrophes qui ne sont pas Nouvelle-Aquitaine. Que vous ayez en tête un petit peu. Et dans la ligne, c'est sur Montluçon. Il y a Montluçon, Vichy et Lyon. Et donc on creuse, parce que nous sommes en Creuse. Donc on est 5. Mélanie, Bars, Marie-Pierre Dunet, Amélie Vergniaud, Fanny Viviane et nous-mêmes Marie Vervier. On est 5, on travaille toutes sur les mêmes choses, c'est-à-dire que vous appeliez l'une d'entre nous, on peut se relayer l'information. Voilà, n'ayez pas crainte de froisser si vous commencez avec une personne, que vous finissez avec une autre. On fait tout le même travail. Et on a 5 gros types gros points d'activité. La mise en place et le suivi de projet de prévention des addictions, donc au sens large. Large. Vous l'expliquez bien tout à l'heure dans le projet. C'est large la prévention. Est-ce que tu peux nous dire? Oui, puis si c'est pas à nous, du coup, on va basculer vers la structure qui sera la plus adaptée à vos demandes et à vos besoins. Un exemple sur les suivis de prévention, ça peut être du coup du travail qu'on fait avec la BJJ, ça peut être avec l'établissement scolaire, ça peut être aussi avec la justice. Voilà, c'est vraiment toute frange de la population. J'ai vu notre collègue Florence Giotto, avec qui il avait été monté il y a quelques années un projet au sein de son établissement en fait, de prévention globale des addictions au sein du lycée, je crois, de la MNT. Ensuite, on fait aussi des animations de séances prévention, ce qu'on peut appeler plus classique, donc on nous demande une intervention, soit en apport de connaissances, soit aussi en échange, en réduction des risques avec, alors je ne sais plus jeune, sur un produit, sur un comportement de jeu vidéo, par exemple, écran. On intervient aussi en milieu festif. On fait de la prévention en début de soirée, on fait de la réduction des risques en milieu, fin de soirée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on essaye de se rendre le plus disponible possible, dans les limites du possible. Et quand on ne peut pas, on fait un prêt de mal, c'est-à-dire qu'un organisme donne un pouvoir. Et on le sensibilise un petit peu aux outils et on peut lui donner de la documentation, des bouchons d'oreilles, des préservatifs, des éthylotests. Voilà. Et à la fin, comme ça, l'organisateur sait comment on s'en sert, le pourquoi on s'en sert, c'est pas juste quelque chose de légal. Et il passe une comme ça. On peut tenir un stand directement et on peut aussi avoir, si l'événement s'y prête, une petite zone de repos. Pour les personnes qui ont envie de couper un petit peu dans leur consommation. Ce n'est pas une zone où les gens viennent consommer. C'est une zone où les gens viennent se poser justement dans leur consommation, où on est là, avec le café, le gâteau, on discute, on rassure. Voilà. On fait de l'intervention dans les entreprises, que ce soit dans l'échange de pratiques, du travail sur le règlement intérieur, de la sensibilisation, de la formation, parce qu'on a aussi un organisme de formation qui peut rentrer dans les heures de formation, avec l'attestation à la fin. Du coup, on était intervenu au mois de mars sur une journée sur le conseil départemental, par exemple, une journée d'intervention et d'organisation au niveau des cadres du conseil départemental. Et actuellement, on travaille aussi avec le service de médecine préventive au niveau du conseil départemental. Et ensuite, on organise aussi, bon là, j'espère pas voir dans ce cadre-là, les stages de sensibilisation au danger de l'usage de produits psychoactifs pour les mineurs et les majeurs. En fait, c'est des peines qui peuvent être amplifiées au primo-infracteur, des personnes en fait, qui sont attrapées pour cannabis. Donc, j'espère pas pouvoir mais ça arrive. Voilà ce qu'on fait au quotidien. Alors, après, on va passer au SAPA. Avant ça, Madame Merguet et Madame Bars, donc là aussi, un travail que vous pouvez mener conjointement avec d'autres, enfin pas conjointement, mais en complémentarité ou en parallèle avec d'autres structures, Valérie. Ben oui, tout à fait, parce que du coup, on est spécialisé addiction. Donc, on peut très bien faire un travail avec Carole et mes collègues sur elle a un aspect plus global et nous après venir sur de l'animation d'outils après, un peu spécifique ou de l'échange ou
Ben voilà, on est plus spécialisé dans la thématique des consos de produits. Si je vais essayer de dire, on fait aussi donc dans l'échange de pratiques et d'informations sur comment est-ce que, en tant que professionnel, on peut faire la différence entre une personne qui va consommer des produits, X ou Y, et finalement qui n'est pas dans l'addiction, quelqu'un qui va avoir une consommation, un usage en tout cas excessif, et qui peut être dangereux parce qu'il y a des risques situationnels associés, et quelqu'un qui va être dans une problématique addictive, et souvent en fait le tout est confondu. Et on va mettre très facilement une étiquette aux gens, leur projeter des envies d'arrêt que peut-être n'ont pas du tout, et en fait ils ne sont pas du tout concernés. Donc voilà, on peut aussi faire ça, et notre première mission c'est accueil, écoute et orientation, c'est-à-dire qu'on peut aussi recevoir des jeunes en première intention pour discuter un petit peu d'une problématique potentielle. Alors, justement, puisqu'aujourd'hui on est sur un public, on parle d'un public jeune et adolescent, est-ce que vous avez beaucoup de relations avec ce type de public? Est-ce qu'ils vous connaissent? Est-ce que... Oui. Ouais. Des fois, ils en ont un peu marre de nous parce qu'on commence nos interventions en fait chez les petits, on peut commencer en CP. Alors, on voit pas la même chose, on a des craintes. Mais des fois, en fait, il y a des gens qu'on revoit de quand ils sont vraiment tout petits en terminale et bon, ils n'en peuvent plus. Ils nous connaissent par nos prénoms, ils nous appellent souvent les dames de l'alcool. C'est un peu. Voilà. Mais oui, ils nous connaissent, il y a certaines personnes de vos services qui nous envoient aussi des jeunes, qui nous appellent pour des questions. Voilà. Donc vous êtes connus dans le paysage et aussi bien au sein de l'Éducation nationale aussi, votre structure est connue. On l'espère. Alors on passe à la structure suivante, donc avec Nathalie Lorcerie et Marie Fermier, puis vous êtes infirmières toutes les deux, et puis Pascal Lance. Vous êtes vous éducatrice spécialisée au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Alors vous avez souhaité venir toutes les trois, Pascal Lance, parce que pour vous ça illustre en effet la transversalité et les compétences transversales aussi des personnes qui travaillent au sein de ce centre. Tout à fait, on va vous présenter, bonjour à tous déjà. On va vous présenter, c'est une équipe pluridisciplinaire qui s'inscrit davantage dans le soin que nos collègues là, qui viennent de vous présenter leur structure. Alors notre centre, nous, c'est un centre qui est rattaché à l'hôpital psychiatrique de la Valette. Et le XAPA s'inscrit dans la filière d'addictologie, qui est très vaste, puisque ça passe de l'hospitalisation complète à l'hospitalisation de jour, le SSR qui est spécialisé en addictologie et en mobilisation cognitive. Et il y a aussi, que je n'oublie personne, des appartements de coordination thérapeutique pour les gens qui sont hospitalisés et qui ne peuvent pas forcément réintégrer leur domicile seuls. Donc avec un accompagnement global, on le détaillera un peu tout à l'heure. On intervient aussi à la maison d'Arriviéré au titre de l'UXA. Il y a la liaison hospitalière au niveau des urgences pour l'addictologie, et il y a aussi des CJC qu'on développera un petit peu plus, puisque ça s'adresse à un public plus jeune pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Alors l'UXA prend en charge les addictions avec ou sans substance et s'inscrit aussi dans la réduction des risques, organise des actions de prévention. Moi je vois souvent nos collègues à ce titre-là, notamment pour un programme de l'école primaire qui s'appelle PrimPrev. Donc il y a pas mal d'enseignants effectivement qui font appel à nous et de plus en plus. Mais c'est aussi de la prévention pour un public plus vaste, puisqu'on peut intervenir pour des chantiers d'insertion, des MJC, des familles de travailleurs, enfin tous ceux qui nous sollicitent, on adapte nos interventions à la demande spécifique. On propose un accompagnement biopsychosocial, je parlais de pluridisciplinarité, on vous détaillera un petit peu la proposition de nos équipes tout à l'heure, et on essaie de travailler au mieux avec tous les partenaires du réseau dont vous faites partie. Alors, ce qui est important, c'est que la prise en charge est libre et consentie par l'usager. Ça, c'est une donnée essentielle qui échappe parfois à beaucoup de gens qui ne sont pas spécialisés en addictologie, qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne les sauvez pas et vous ne les obligez pas à venir vous voir ». Alors, on sait très bien que c'est une démarche très personnelle de la part de qui consulte Oxapa, sauf pour ceux qui sont en obligation de soins suite à une condamnation.
On pourra le détailler par la suite. Même dans ce contexte-là, ils viennent nous voir pour avoir le papier pour nous signifier en tout cas la justice qu'ils s'inscrivent dans le soin. Certains se saisissent de cette opportunité, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc la demande émane directement de l'usager dans la plupart des cas. Elle peut émaner de la famille, d'autres professionnels de santé ou de personnel socio-éducatif. Alors, je vous ai quand même détaillé de la façon dont est constituée notre équipe. Nous avons la chance d'avoir plusieurs médecins spécialisés en addictologie, médecins généralistes spécialisés en addicto et médecins psychiatres. Une équipe infirmière, top, mes collègues pourront en témoigner. Je veux juste, vous m'entendez, juste préciser au niveau de l'équipe infirmière que nous allons, donc, pour rebondir sur l'intervention précédente, une infirmière qui s'est spécialisée dans le psychotrauma. Donc, nos patients adultes sont des enfants souvent cabossés, traumatisés. Hein. On a aussi une infirmière spécialisée en tout ce qui est psychocorporel, voilà, pour le travail sur les émotions. Vous approchez bien le micro pour vous entendre. Alors, après, nous avons aussi une équipe socio-éducative, parce qu'on a la chance d'avoir un assistant social. Il se trouve que je suis la seule équipe du département. Et je suis aussi référente pour rebondir sur l'intervention précédente pour les violences conjugales, les auteurs de violences conjugales. Mais c'est quelque chose de récent et c'est uniquement sur fond d'addiction. Mais on sait qu'à peu près 80% des violences conjugales se déroulent dans ce contexte. On a une psychologue et une secrétaire médicale et bien évidemment un cadre de santé. Je dis bien évidemment pour qui connaît le fonctionnement des services hospitaliers. Alors, le XAPA en Creuse, c'est des bassins de vie qui ont été déterminés et dans lesquels on a la chance de disposer de locaux. Donc, Aubusson et Vaux-les-Bains pour Ganeuf, Boussac et la Souterraine, pour essayer de couvrir l'ensemble du département. Mais les infirmières et les travailleurs sociaux se déplacent aussi au plus près des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, c'est ce qu'on appelle les consultations avancées, puisque beaucoup d'entre eux ne disposent plus de moyens de locomotion. Et on sait qu'il est plus difficile pour quelqu'un de la cantine ou de la vie étrange de venir se déplacer jusqu'à Aubusson, pour certains d'entre eux, puisque ça serait plus près pour eux. Donc on essaie de procéder de cette façon-là. Les mairies nous mettent à disposition des locaux dans la plupart des communes quand on les sollicite. Et on en arrive à la consultation jeune consommateur qui a son importance aujourd'hui, qui a été mise en place depuis 2004. Alors ça a fait suite au triste constat de l'augmentation des consommations et de l'indépendance à certaines substances psychoactives. C'est un lieu dans lequel il n'est pas question que de cannabis. On aborde effectivement tous les problèmes d'addiction. Donc un lieu de consultation gratuite et anonyme, ça a son importance pour les mineurs, qui est destiné aux jeunes à partir de 15 ans et aux familles. Des professionnels de santé des consultations jeunes consommateurs proposent une évaluation de la situation, des conseils, des informations et éventuellement une aide personnalisée. Ça, c'est pour une première approche. On essaie de faire le point avec les jeunes quand ils consultent, de proposer effectivement une aide si nécessaire et d'informer avant que la consommation ne pose réellement problème. Donc, ça traite de tous les champs d'addiction et les missions globales sont l'évaluation psycho-médico-sociale du consommateur. On offre des informations et un conseil personnalisé. On accompagne, on propose une orientation des personnes en difficulté et on offre un accueil et une information à l'entourage quel qu'il soit s'il le souhaite. Donc, ce service-là fait partie intégrante du XAPA. On vous laissera en arriver des plaquettes, parce qu'on arrive. Ma collègue a pris soin d'apporter des plaquettes qu'on mettra à votre disposition si vous le souhaitez. Vous avez bien précisé que vous aviez des spécialités, notamment les infirmières. Est-ce que le fait de vous être spécialisé, c'est parce que vous sentiez
qu'il y avait une demande de plus en plus croissante sur les risques dont vous avez parlé. Ça s'est passé comment, le fait que vous ayez ciblé justement ces formations? On a ciblé ces formations, déjà aussi, c'est bien sûr le constat de déficience, enfin de ces formations, ces techniques, par exemple psychocorporelles, oui. C'est un désir aussi du soignant, bien sûr, une appétence pour ce genre de technique. Le psychotrauma, donc ma collègue n'est pas là, en train de se former, mais bien sûr, enfin, énormément, je pense que mes deux collègues vont le dire, on a tous des adultes qui sont vraiment traumatisés de leur enfance ou de leur métier pour certains. Oui, et vous voyez une croissance de ces profils-là? Non, croissance, je ne pense pas, ça a toujours été. Toi, tu vois une croissance moi, par rapport aux jeux, vous avez parlé, les parents, parlez bien fort, on vous entend. Je sais pas laquelle. Ah, je ne sais pas parler fort. Encore plus, je suis pas très bien, je suis désolée. Donc on voit de plus en plus de parents qui sont inquiets aussi et qui demandent qu'on les informe par rapport au jeu, parce que le jeu vidéo, ils s'enferment de plus en plus dans leur chambre, ils ne peuvent pas manger, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et aussi, maintenant, certains jeunes qui prennent la carte bancaire des parents et qui font des achats en ligne, des choses comme ça. Donc, moi, je dirais que ça fait à peu près 10 ans que je suis au SAPA, je le vois de plus en plus maintenant. De plus en plus. Alors, c'est vrai, et vous l'avez précisé, vous faites des interventions aussi, c'était l'intervention précédente en milieu scolaire. Donc, on cible en effet les jeunes. Est-ce qu'on cible aussi les parents? Est-ce que les parents sont formés et informés finalement de tous ces risques? Est-ce que c'est un public que l'on cherche à toucher? Ah oui, bien sûr. Alors en première intention, déjà, moi quand je reçois les enfants, je les reçois avec les parents. Jamais le profil. Oui. Il faut que les parents soient présents. Après, quand il y a un suivi, après l'enfant, parce que moi je vois sortir de 15 ans, je peux les revoir à partir de 18 ans, et c'est différent aussi. L'entretien va être différent en l'absence du parent. La demande de l'un et de l'autre n'est pas la même. L'enfant, pour lui, il n'y a pas de problème. Le parent, lui, a un problème. Ça peut être aussi un problème éducatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent ne se soucie pas de son enfant, c'est très bien qu'il aille jouer, et à un moment donné, l'enfant va de plus en plus jouer, et là, ça va poser problème. Et je pense que c'est plus un problème éducatif qu'un problème par rapport à l'enfant. Mais c'est en ce sens que je vous posais la question, mais qui s'adresse à toutes finalement. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, qu'on fait beaucoup de pédagogie auprès des jeunes, en effet, mais finalement, peu auprès des adultes, quels qu'ils soient, même peut-être avant d'être parents, je ne sais pas. Voilà. S'il y a une conscience par rapport à ça, ou faire l'accompagnement avec les parents. D'accord. Oui. Des informations qui sont aussi logiques. Valérie Garnier, prenez le micro pour vous entendre. Je peux parler de la C'est difficile en fait d'avoir les parents. On aimerait, parce que du coup, que la prévention ou la promotion de la santé en fait soit globale. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, le parent, il est difficile à avoir parce que il ne se sent pas concerné, parce que s'il vient, ça veut dire que potentiellement il a un problème dans son éducation, parce qu'il n'y a pas de temps, parce que l'éducation, il ne peut pas se commencer dans le travail, mais le soir, il y a autre chose à faire. Enfin, comme dans la vie de tout le monde, en fait. Et on aimerait, parce que la prise en charge, ou en tout cas l'accompagnement, la prévention peut être globale. Mais c'est pas facile. Et plus que parents, je pensais adultes aussi, même finalement, avant qu'on soit parents. Ça permettrait peut-être voilà, une fois qu'on devient, d'être peut-être un peu plus... Alors après, je vais parler peut-être un peu pour l'IRES, mais il y a des programmes qui existent d'accompagnement à la parentalité. Oui. Voilà, il y a des programmes qui existent. Et après, les adultes, et sur la prévention par rapport aux adultes, il y a quand même des choses qui sont faites, mais comme disait Valérie, il faut se sentir concerné. Nous, on voit bien quand on fait un stand, ou quand on propose des choses, faites un stand moisson tabac, par exemple. On conclut moisson tabac. Vous faites un stand grand public. Tout le monde passe en disant ah non, mais moi j'ai pas de problème. Donc quand on fait sur l'alcool, c'est encore pire. On peut vous parler d'alcool. Ah non, mais moi j'ai pas de problème avec l'alcool. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, le problème de la prévention, des fois, c'est
qu'on s'en insurge ou on crie au feu les pompiers quand c'est déjà trop tard, et c'est souvent aussi des fois le problème des parents. Ok, oui, faire la prévention, l'éducation, mais des fois les parents commencent à s'inquiéter effectivement quand leur enfant joue trop parce qu'ils n'ont pas posé de limite avant. Et du coup, il y a aussi tout le côté éducatif qui est important. Et nous, malgré tout, c'est pas notre travail quand on fait de la prévention, de la réduction des risques et des dommages. On va travailler sur le comportement des personnes, mais tout ce côté éducatif. Mais il ne relève pas de. Oui. Carole Moni, vous souhaitez réagir par rapport à ça en matière de promotion? Et puis on se retrouve du côté de la salle s'il y a des questions avant que vous puissiez intervenir sur la notion d'action et d'outils que vous mettez à disposition. Carole. Oui, effectivement, nous, à l'IREPS, on a élaboré des programmes de prévention des compétences psychosociales qui restent quand même l'axe de travail principal. Vous avez déjà entendu ici Madame Durand évoquer les compétences psychosociales. C'est par ce biais-là, en promotion de la santé et en prévention primaire, qu'on va pouvoir agir sur les compétences parentales et aussi les compétences des enfants qui plus tard deviendront aussi des adultes qui entreront dans de meilleures qualités relationnelles avec leur père et avec leurs propres enfants plus tard aussi. Pascal Lance, oui, j'allais juste dire que nous, au niveau du soin, en proposition des entretiens à la famille, si elle le souhaite. Donc l'entourage familial, bien évidemment, se sent très concerné quand il s'agit d'adolescents. Et les gens sont très souvent démunis, quel que soit le type de produit, le type de comportement. Et ça impacte toute la famille. Ça impacte toute la sphère de celui qui est addict, professionnel, privé, social, amical, scolaire, etc. Mais pour l'entourage, ils sont effectivement souvent culpabilisés de voir ce qui se produit, parce que démunis, et parce qu'ils ont besoin de tiers pour médiatiser la relation, etc. Et expliquer. Ce qui est important, je crois, dans tout ça, c'est notre place en tout cas, est de leur rappeler que toute consommation ne conduit pas à l'addiction. Et essayer réellement de faire une véritable évaluation du jeune en présence ou de l'adulte en présence pour voir si c'est une consommation à risque et être dans un premier temps dans la réduction des risques avant de parler d'addiction pure. Parce que la tendance, c'est de croire que parce qu'un jeune a fumé de départ, ça dit qu'il est addict. Donc, quand on dit du mal à diaboliser, bien évidemment, nous, on est juste là pour resituer les choses, parler des dangers, bien évidemment, mais voir ce que soit l'intéressé et travailler ça avec lui. Alors je tourne du côté de la salle et peut-être d'Internet, il n'y a pas de questions, mais vous savez, mesdames et messieurs qui êtes derrière vos écrans, vous pouvez questionner et on répercutera vos réflexions et réactions. Madame. Marlène Marty, formatrice à Limoges. Moi, c'est plus qu'une question, une demande de précision, mais de parler de prévention des compétences psychosociales. Est-ce que vous pourriez développer cette prévention des compétences? Je ne sais pas. En matière de prévention primaire, le fait de développer les compétences psychosociales est particulièrement probant. Et c'est une des choses que j'allais aborder dans la deuxième partie de notre intervention. Donc vous en saurez plus dans quelques instants. Voilà, on fait du teasing. D'autres questions avant cela, vos réflexions? Non, c'est bon? Là, vous allez pouvoir justement rentrer dans le vif, non pas du sujet, mais en tout cas de la précision et de l'outil que vous allez nous présenter, avec vos trois structures d'ailleurs, les trois structures, pour montrer un petit peu la complémentarité et les interactions qu'il y a entre vous toutes en matière d'addiction. On a essayé de concevoir quelque chose d'un peu dynamique. On n'a pas pu le rendre interactif, mais au moins il est un petit peu dynamique. On a utilisé un outil pédagogique. Excusez-moi, ça allait très bien avant d'arriver ce matin, je perds déjà ma voix. Donc un outil pédagogique qui s'appelle Feelings Addiction. Donc certains d'entre vous, je l'ai connu en pédopsychiatrie Feelings, donc je sais qu'un certain nombre d'entre vous connaissent très bien cet outil. Et il a donc été décliné en Feelings Addiction, le jeu des émotions. C'est un outil pédagogique que vous pouvez emprunter chez nous. Et donc on a conçu la suite à 3 voix successives
pour aussi montrer la plus-value de chacune de nos approches en matière de prévention des addictions et en matière de promotion de la santé. Donc, pourquoi cet outil a été choisi particulièrement? Eh bien, parce que c'est justement un outil qui favorise le développement des compétences psychosociales. C'est là qu'on y arrive. Et si je ne suis pas suffisamment claire, n'hésitez pas à la fin aussi à me poser plus de questions. Donc, c'est une approche transversale dans la promotion de la santé et c'est aussi une méthode probante dans la prévention primaire des addictions, mais pas que. C'est en développant ce type de compétences qu'on se rend compte que les personnes sont plus à même de prendre des décisions éclairées et meilleures pour leur santé. Cet outil-là va particulièrement développer les compétences émotionnelles, avoir conscience de ses émotions, développer ses capacités d'empathie, des compétences cognitives, avoir conscience de soi, prendre des décisions constructives, mais aussi des compétences sociales comme communiquer de façon constructive et résister à la pression sociale. Donc vous faites peut-être un peu les liens aussi sur ce qui peut amener une personne à développer des comportements addictifs si elle est déficitaire de ces compétences-là. Donc le jeu va avoir ce type de visuel, il est un petit peu différent de Feelings classique. Il existe différentes éditions. Donc dans celui-ci, on propose de disposer autour du plateau 6 émotions, parmi 18, il me semble. Oui, parmi 18 émotions. Donc c'est ce qu'il y a autour du plateau. On choisit en fonction du degré d'élaboration des enfants ou des adolescents. C'est-à-dire que si vous avez des enfants ou des adolescents qui ont peu de capacité d'élaboration, peu accès à leurs émotions, vous allez choisir les plus simples, comme ça que j'ai choisi ici. Donc la colère, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût et la joie. En revanche, si vous avez des enfants ou des adolescents qui sont plus en accès à identifier leurs émotions, vous pouvez laisser faire le hasard ou choisir les émotions avec lesquelles on va jouer avec eux. Donc vous jouez en fonction de ça. Au centre, vous avez une petite pastille blanche qui permet d'évoluer sur le plateau en fonction des points d'empathie. C'est-à-dire qu'on va jouer en équipe, en binôme. On va évoquer nos émotions en rapport avec une situation qui sera lue en commun. Et on va deviner aussi l'émotion qu'aurait notre binôme au sein du jeu. C'est comme ça qu'on va développer l'empathie. Et c'est quand on aura réussi à deviner l'émotion de notre binôme qu'on pourra marquer des points d'empathie. Et donc, cette version du jeu Feelings est collaborative. C'est pas chaque équipe qui gagne des points, c'est l'ensemble des personnes qui jouent, puisqu'on aura réussi à aller jusqu'au bout quand on aura cumulé nos points d'empathie. Les cartes que vous voyez autour, les couleurs ne sont pas tout à fait réalistes de ce qui est sur le plateau. En tout cas, c'est rouge, jaune à droite, noir à gauche et violet en bas. On a la possibilité d'être jusqu'à 8 personnes. Ce sont des cartes de vote. On a simplifié le plateau. Il n'y a plus de numéro par rapport à l'autre Feelings, mais il y a des sigles qui nous permettent de voter pour l'émotion qu'on ressentirait. Et donc les cartes de vote vont nous permettre de voter pour cette émotion. On a aussi ciblé quelques cartes de situations sur lesquelles Addiction France va pouvoir s'exprimer pour vous montrer aussi qu'il y a plein de façons d'animer. Il y a des façons thérapeutiques d'animer Feelings ou Feelings émotions. Il y a des approches aussi éducatives. Et puis il y a aussi l'approche qui sera plus prévention, réduction des risques, ou encore libération de la parole, ou encore accès aux soins. Et c'est donc dans cette éthique-là que l'outil a été présenté parce qu'on vous propose aussi de décliner chacune de nos actions. Ah, j'avais oublié que je m'étais aussi réservé une petite chose qui reste très importante, quel que soit l'objectif pédagogique qu'on a donné. L'animateur est donc soit un éducateur sensibilisé, éducateur au sens large, pas forcément éducateur de métier, un soignant ou un intervenant extérieur, mais la posture d'animation reste extrêmement importante pour être sûr qu'il y a un cadre de bienveillance, que les réactions des jeunes ou des enfants ne soient pas jugées, que l'animateur encourage la verbalisation, mais ne force pas à s'exprimer. C'est pas parce que c'est la possibilité de s'exprimer que tous les participants doivent forcément s'exprimer après le vote. La personne, l'animateur, en fonction de ses appétences, de sa formation, peut ajouter des apports théoriques, démonter des idées reçues aussi, et puis peut orienter vers le jeune vers la structure adaptée. Et donc c'est ce qu'on va illustrer. Et cette fois-ci, je passe la parole à Mélanie, qui a une histoire très intéressante à vous raconter.
Mélanie Bars d'Addiction France, sur la construction du jeu Feelings Addiction. Oui, alors ce jeu, effectivement, c'est le jeu Feelings au départ qui était sur les émotions en général. Et en fait, il a été créé, cette version Addiction, avec la PJJ en Nouvelle-Aquitaine et avec l'IRES Nouvelle-Aquitaine et Addiction France en Nouvelle-Aquitaine. Donc toutes les situations qui sont développées dans ces cartes, c'est des situations qui sortent vraiment du quotidien et de l'expérience des éducateurs PJJ en Nouvelle-Aquitaine et aussi des chargés de prévention du coup d'Addiction France en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc en plus c'est un jeu qui était fait local, fait vraiment régional. Mais on a participé nous aussi en phase à ce travail-là. Voilà, c'était une petite anecdote. Du coup, on a présélectionné juste pour que vous ayez une idée en fait, de ce qui est sur les cartes. Vous avez 3 petites situations. Donc l'idée, comme l'a dit Carole, on peut travailler bien sûr sur les émotions, c'est le principe du jeu, mais aussi apporter des connaissances parce que on est bien d'accord que apporter une connaissance ne veut pas dire inciter à une consommation. Enfin, ça, il faut se l'enlever de la tête. Et ensuite, les enfants, les jeunes, les enfants aussi ont énormément de questions et de représentations sur les produits pour ce qu'ils peuvent voir chez eux, pour ce qu'ils voient à la télé, pour ce qu'ils voient sur TikTok, pour ce qu'ils voient dans la rue. Enfin, voilà, il ne faut pas penser que même les enfants sont loin de toutes ces questions parce qu'on voit bien, Pascal vous en a parlé, quand on intervient en primaire, il nous parle du cannabis, il nous parle de cocaïne, il nous parle de CBD, il y a des questions là-dessus. Enfin, voilà, il nous parle énormément de choses et en fait le fait de ne pas leur répondre finalement crée un flou et ce flou-là par contre peut amener à une consommation potentiellement problématique étant donné qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont aucune connaissance dessus. Alors là on en a pris 4, on a des diplomètres. Il y a aussi des questions sur les écrans, mais il y a une super intervention cet après-midi, donc on n'a rien dit. On est resté sur les produits. Donc, il y a 2 types de couleurs, oui, en fonction de l'âge, les cartes sont un petit peu différentes. Donc, en vert, en haut, on te propose du cannabis lors d'une fête. Dans ces cas-là, on va pouvoir aborder énormément de choses avec le jeune. Ça va être, ok, c'est quoi une fête pour toi? Est-ce qu'il y a forcément des produits? Ah ouais, quel type de produit il y a? Ah oui, tu connais ce type de produit? Comment toi tu les prends? Tu as déjà vu les gens en prendre? Qu'est-ce que tu fais avec? La loi, et le cannabis aussi, parce que c'est bien joli, le cannabis pour l'instant en France, c'est pas légal. Je n'ai pas envie d'avoir chez moi, je peux en donner à un copain. Tu pourras même un pied chez moi, des fois on dit ah peut-être. Non, on n'a pas le droit. Je me dis peut-être qu'on n'a pas le droit. Voilà, donc toutes ces notions-là peuvent être abordées. Ensuite, lors d'une fête, tu vois quelqu'un qui est tendu dans son vomi. Ben oui, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo. On peut aborder pareil la prise de risque sous alcool. Comment on fait une GLS? Qui est-ce que j'appelle? Tout le côté aussi un petit peu légal. Les violences sexuelles qui peuvent avoir lieu aussi sous produit. C'est pas parce que je suis toute nue et que j'ai vomi que ça veut dire que j'ai envie d'avoir un rapport sexuel. Voilà, ce genre de choses-là. Les risques aussi de photos qui peuvent être envoyés à mes copains parce que c'est rigolo d'avoir quelqu'un qui a la tête dans son vomi et de le faire tourner. Non, c'est pas rigolo. Quels sont les risques? Je pense que vous allez en parler cet après-midi. Légaux par rapport à ça. Ouais, le protoxyde d'azote qui est remis un petit peu en lumière en ce moment. Alors calmons-nous, tous nos jeunes ne suivent pas les siphons. Mais comme ça a été quand même mis en lumière, les jeunes se posent des questions et pour le coup sont tentés peut-être de voir ce que fait ce truc-là. Alors c'est quelque chose qui existait déjà il y a longtemps. Dans les intervalles, quand ils sniffaient le déo, c'était ça. Alors là, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des consommations dans l'espace public, où des cartouches en fait de siphon de chantier ont été retrouvées, c'est pour ça que ça a été mis un peu plus en lumière. Donc on sait, alors dans notre information, protoxyde d'azote, gaz hilarant, grosse euphorie, excitation, hallucination, effet très intense quelques minutes, sauf qu'après il y a des effets qui restent à plus long terme. Vous avez des distorsions auditives, visuelles, fourmillement dans les mains. C'est très dangereux parce que le gaz peut brûler.
Donc le brûler, pour les jeunes qui ne savent pas et qui mettent directement la cartouche à la bouche, ça peut leur brûler les lèvres, ça peut brûler les doigts. Voilà. Ça peut être, si c'est des consommations régulières et assez importantes, des évanouissements, des gros problèmes cardiaques et respiratoires. Enfin, voilà, c'est pas anodin quand même. Oui, on ne prend pas n'importe comment. Donc là, nos propos peuvent être la prévention, mais aussi la réduction des risques. Et enfin, ton frère te propose du cannabis thérapeutique, qui est sans danger, et ce n'est pas du vrai cannabis. Alors ça, cette question, on l'a, mais tout le temps. Tout le temps, en fait, à chaque intervention, quasiment, je la pose. C'est vrai que c'est un petit peu flou dans la tête des jeunes, parce que, au tabac, ils voient des trucs estampillés avec du cannabis. Donc, pour la plupart, alors pour les plus petits, en fait, ils achètent du cannabis. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi après on dit que c'est pas légal. À Jiffy, je peux acheter des feuilles slim, mais du coup, pourquoi est-ce que c'est pas légal? Voilà. Donc, on travaille un petit peu là-dessus. En expliquant bien la différence entre. Alors, parce que nous, on a mieux appelé le chanvre. Alors, le chanvre récréatif, celui qui est interdit par la loi. Le chanvre thérapeutique, qui pour le coup, lui, est en essai en ce moment en France et qui pour longtemps n'est pas légal, c'est dans un cadre très spécifique. Et ensuite, le chanvre bien-être, donc le CBD, qui doit avoir moins de 0,3% de THC, qui est préférable de consommer dans tel. Pour X ou Y raison, en tout cas, et auquel il faut faire quand même attention à la dose de THC, parce que des fois, dans le produit qu'on achète, il peut quand même y avoir THC. Malheureusement, on reçoit des gens en stage de sensibilisation qui n'ont pris que du CBD. Parce que pour le coup, les gens qui ont stage, ils nous disent, ce qu'ils prennent, il n'y a pas de sucre. Ils ont été arrêtés. Voilà, il y a plus de. Et en fait, voilà, il y a aussi des gens qui ont consommé du CBD, qui l'ont fumé la plupart du temps quand même, et en fait qui avaient un taux de THC supérieur, et donc la loi est là pour dire non, trace de THC, c'est interdit, du coup aux sanctions. Donc voilà, c'est aussi l'éducation par rapport à ça, et à faire comprendre aux jeunes que non, c'est pas parce que mon pote me dit que c'est du cannabis thérapeutique, c'est du cannabis thérapeutique. Cannabis thérapeutique, c'est particulier, et il ne faut pas en prendre. Pour l'instant, c'est en reste. Voilà. Pour le cannabis thérapeutique, on en toujours. Oui, on regarde sur les cellules. Il y a à savoir aussi où il y a quelque chose de dangereux pour les enfants, c'est les puffs actuellement. Ça réagit, ça alors. Est-ce que ça parle à tout le monde des puffs ou pas? Peut-être pas. Ok, allez. Expliquez Valérie Garnier, alors. Ou Pascal, non, tu vas. Non, c'est désolé. Alors, une puff, ça ressemble à une vapoteuse, mais c'est une vapoteuse jetable. Voilà, c'est une petite électronique qui est jetable, qui est trouvée à Jiffy, avec nicotine, sans nicotine. Donc il y a plein de super goûts, en tout cas, on voit bien que la cible, c'est pas des gens de 40 ans, hein, c'est bien des gens de 15 ans, puisqu'il y a pomme, fruits exotiques, fraîches glacées, ananas, tout plein de fruits. Et c'est jetable, ça fait beaucoup de vapeur, comme une vapoteuse, ou comme une cigarette. Évidemment, le risque derrière, c'est que les enfants passent ensuite à une consommation de tabac. Donc, alors, c'est pas ensuite, c'est qu'il y a parfois du tabac. Oui, c'est qu'il y a des enfants au départ qui ne connaissent pas le tabac et qui après sont appelés à consommer du tabac. On va voir les consommations. Et en plus, la puff, il y a le côté écologique. Les enfants sont plus sensibilisés, donc des fois on arrive aussi à travailler sur ce côté-là avec la puff, puisque en fait c'est compliqué à recycler et actuellement ils ne savent pas comment les recycler. Donc la puff, vraiment, normalement c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà. Mais après, il y a aussi les parents qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. C'est comme les cigarettes en chocolat quand on était nous aussi. Les parents ont presque tous acheté des cigarettes en chocolat, alors qu'ils ne savaient pas que derrière ça peut avoir une conséquence. Là, c'est pareil. Il y a la puff, tiens, c'est rigolo, c'est vrai, c'est drôle, hein, on tire dessus, ça fait la fumée, ça sent bon, ça sent la pomme, ça sent la ananas, ça sent tout l'idée. Mais derrière, il y a quand même le gestuel qui vient. Et puis le jour, il n'y en a plus sans nicotine, on ne fait pas forcément attention. Il y a la nicotine, et on crée la dépendance à la nicotine. Et après, on passe sur le tabac. Finalement, on oublie facilement presque qu'à la puff, parce que la puff, quand elle est à Jiffy,
faut dans un tabac, voilà. Mais... Donc ce n'est pas la peur qu'on devient accro, mais c'est à la nicotine. C'est la nicotine. On voit la dépendance. Enfin, ce qui est fou, c'est l'addiction au geste aussi de plus en plus. Et l'addiction au geste. L'addiction au geste. Ah oui, ça c'est intéressant, oui. L'addiction au geste. Mais ce qui est fou, c'est que ça soit en vente dans des magasins comme Jiffy. Pourquoi la loi laisse faire ça? Alors là, c'est la loi des lobbies et la difficulté des lobbies et du libre-échange. Et bon, après, c'est un débat. Mesdames et messieurs, il y a de la réaction dans la salle. D'abord, est-ce que vous avez testé toutes ces choses? Est-ce que vous les connaissez parfaitement? On se met pas là sur les... Non, j'ai testé, d'accord. Vous les connaissez très bien, en tout cas, bravo. Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai testé la pomme. Pardon? J'ai testé la pomme. Moi aussi. Ah ben c'est pour ça qu'on vous entend pas beaucoup alors. Et alors? Moi j'avais essayé effectivement en transition par rapport à l'arrêt du tabac, Oui. substitut passager. Je trouve ça très irritant. Au bout c'est bon, il y a toujours le rituel du geste pour qui est accro au geste, ce qui n'est pas le cas de tous les fumeurs, mais il y en a beaucoup. Mais effectivement c'est très irritant et comme il y a de toute façon de la nicotine, on reste dépendant de la nicotine et tout le travail est à faire derrière, donc je suis revenue. Puis c'est vrai que produit chimique. Non, c'est ça, je produit chimique, ce truc-là, oui. Et que ça fait partie des questions de nos patients. Moi, la première fois, il y a 12 ans, quand je suis arrivée en Médicaux, déjà le du bout, moi je suis travailleur social, et j'arrive à l'hôpital de Guéret, je dis bonjour docteur, et je des amis de personnes. Mais le premier patient me dit, est-ce que vous buvez les dents projetées, vous ne pouvez plus articuler? Et je lui dis raisonnablement, et bien alors vous ne pouvez pas me comprendre. Et effectivement, ça fait partie de leur question. Il est bien évident que si on veut goûter tous les produits, tout ce qu'ils s'injectent, on ne serait pas là pour vous en parler aujourd'hui. Donc ça suppose quand même d'avoir de bonnes connaissances pour pouvoir être crédible quand on aborde toutes ces questions-là. Mesdames et messieurs, avez-vous des réactions? Des questions? Non? Donc tout semble clair sur en effet la manière dont travaillent ces différentes structures. Je peux rajouter quelque chose. Oui, allez-y. Avec les enfants, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui prennent des CBD pour les douleurs. Oui. Et ça c'est autre chose, non, peut-être. Mais c'est sans plus que mal, donc les enfants le voient aussi. Ça ouvre quand même quelque chose sur. S'ils voient leurs grands-parents. Les parents, les grands-parents, c'est pas que. Et pour la nécessité, ça, le CBD existe pour les animaux, moi j'ai des élèves qui font du CBD, donc effectivement, ça tend peut-être à banaliser un peu, mais c'est efficace. Mais c'est pris dans le cadre d'une thérapie, et donc c'est encadré par le milieu médical, j'imagine. Juste toute petite parenthèse sur le CBD. Donc le CBD n'est pas actuellement interdit par la loi, il est toléré. Il ne faut pas qu'il soit à plus de 0,3% de THC, mais c'est bien marqué sur le petit sachet que vous achetez dans un CBD shop. Le CBD ne doit pas être fumé, déjà. Puisque si vous le fumez, du coup vous allez libérer déjà de la combustion qui est forcément mauvaise pour la santé. Déjà, première chose. Et deuxième chose, le THC va aller se fixer plus facilement sur les graisses, notamment les graisses du cerveau. Et en fait, quand vous allez relarguer ce THC dans votre organisme, c'est comme ça que vous pouvez être positif en fait, au test salivaire quand vous avez un contrôle de gendarmerie. Et apparemment, donc en fait, les études au niveau du CBD sont encore assez floues, mais le seul CBD qui n'aurait pas du tout de THC, ça serait sous forme d'huile. Voilà, donc effectivement, du CBD, il y en a de plus en plus de consommés, mais il faut qu'il soit consommé aussi dans la posologie. Si on vous donne un Doliprane, on vous dit vous le prenez avec de l'eau, vous n'allez pas vous arrêter un Doliprane. C'est la même chose pour le CBD. Si c'est marqué de ne pas fumer, c'est qu'il y a une raison pour ne pas le fumer. Et c'est pareil, si vous en achetez, gardez bien votre sachet bien fermé, puisqu'après, les forces de l'ordre, quand ils vous contrôlent, ils ne peuvent pas savoir s'il s'agit d'une tête de chambre à usage récréatif ou de chambre CBD. Voilà. Donc il y a quand même des techniques. Et donc, nous, dans notre travail de réduction des risques, c'est tout ça aussi qu'on explique. Parce qu'effectivement, comme disait tout à l'heure Pascal et Valérie, il faut bien différencier la personne qui est addict, qui
qui ne peut pas se passer d'un produit, et la personne qui est consommatrice. Et donc, pour le public jeune pour lequel on intervient aujourd'hui, les spécialistes, pour l'instant, disent qu'il y a très peu de cas de jeunes qui sont addicts. On est dans les jeunes qui consomment trop, qui consomment mal, mais il n'y a pas forcément d'addiction quand on est jeune, puisque leur cerveau n'est pas terminé, la plasticité, donc on a vu ce matin, n'est pas complète, leur cerveau n'est pas complet, donc on ne parle pas d'addiction en général chez les jeunes. On parle de consommation excessive. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le redire, parce que on crie tous, oh là là, les jeunes, ils sont tous addicts, voilà, mais aussi regardons-nous des fois en tant qu'adultes, et regardons les comportements qu'on a, aussi sur les écrans, aussi sur les réseaux sociaux, avant de dire que tous les jeunes sont complètement addicts et au secours. Et à la cigarette aussi. D'où l'importance aussi de faire une pédagogie importante autour de tout ce dont vous avez parlé. Oui. Et puis après, on n'est pas des magiciens, comme vous tous. On donne des pistes, on donne des pistes de réflexion, mais on n'a pas de réflexion magique. Autrement, nous, ça fait pas 150 ans que notre association existe. Toujours pas de réaction dans la salle ou de précision à faire apporter, mesdames et messieurs? Je voudrais oui. dire information, c'est par rapport aux jeunes, aux ados, pré-ados et ados, quand il y a grand sens interdit, ils y vont. Ils vont ici. Ne pas interdire mais informer et expliquer. Tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est bon pour vous? Bien écoutez, on vous invite donc d'une part éventuellement à échanger entre vous. Vous avez terminé, vous souhaitez rajouter quelque chose? Ah non, excusez-moi Pascal Lance. Allez-y. Eh bien oui, non, mais je suis folle, moi, pourquoi je ne vous ai pas laissé la parole? Pardonnez-moi. J'ai pourtant rien fumé. Allez-y Pascal. On en était toujours aux questions tout à l'heure. Oui, bien sûr, il a pas vu que ça part par rapport à ça. On en revient à ce qui a été dit, à savoir est-ce qu'il s'agit d'une prise, on peut parler d'addiction ou s'inquiéter par rapport à ça. Donc c'est toute l'information dont on a parlé, l'accompagnement de l'alcool, l'autocycannabis, les autres substances, les comportements, les troubles de conduite alimentaire, c'est un peu différent, c'est très spécifique. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas, mais on le traite moins et c'est. Voilà, on a un de plus en plus. Et il y a peu, en termes de soins sur l'ensemble de la grande région, c'est compliqué, notamment pour les hospitalisations, etc. Et là, ça concentre notre pas mal d'adolescents aussi, même si on a quelques adultes. Et peut-être faire un point, donc, oui, Carole? Non. Oui, là, ce que Carole me montrait, c'était effectivement les signes d'alerte. Si on a parlé tout à l'heure des clignotants, des symptômes qui peuvent être identifiés, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir repérer, que l'entourage va pouvoir nous signifier aussi. Mais on a aussi quand même des tableaux d'évaluation par rapport à la consommation, par rapport au comportement qui vont nous permettre de définir si oui ou non il faut s'alerter, il faut rassurer, il faut informer davantage ou s'il faut orienter vers le soin. Un petit bilan. Allez, un petit bilan avec vous, Carole. Oui, on commence par Mirex. Oui, merci. C'est vraiment pour faire la synthèse de se dire, ben voilà, ça a été quand même une intervention pas à 3 voix, du coup on est un petit peu plus, mais en tout cas 3 structures. Donc qui fait quoi dans tout ça? Vous ne soyez pas perdus. Donc pour l'IREPS, c'est nous vous venez chercher si vous voulez des ressources documentaires, des outils pédagogiques, si vous voulez des formations sur les techniques d'animation, la méthodologie projet. Si vous voulez mener, vous, des projets au sens large, c'est-à-dire promotion de la santé ou prévention primaire, puisqu'on ne fait pas la même chose qu'Addiction France. Si vous voulez du conseil ou de l'appui méthodologique dans la réflexion et sur le déroulé pédagogique, avec un regard promotion de la santé, que ce soit la thématique des addictions, mais aussi d'autres thématiques, ou plus en amont, donc c'est ce que je disais en prévention primaire, sur le développement des compétences psychosociales. Voilà. Pour l'association donc Addiction France, Valérie Hermier. Du coup, principale mission, accueil, écoute, orientation, de l'aide à la création de projets, d'animation en lien avec du coup notre thématique des addictions et ou la réduction des risques, des échanges de pratiques avec les équipes et de la formation
sur le repérage, intervention brève, la dictocure. Et ça part Valérie Lance. Alors là, vous allez faire des manches, moi c'est Pascal. Pascal, pardon. Pascal. Pour le SAPA, c'est l'accueil, l'écoute, l'évaluation et les soins. Les CJC, donc les consultations jeunes consommateurs. J'espère que vous avez tous compris que vous pouviez nous solliciter et orienter les jeunes en cas de doute ou d'inquiétude ou de besoin d'infos. Anonyme et gratuit, je rappelle ma collègue, effectivement, on l'avait dit, mais c'est important. D'accompagnement familial, des réponses aux équipes éducatives sur demande, et l'information et l'accompagnement à la réduction de la consommation, la réduction des risques et la prévention. Voilà pour l'essentiel de l'émission. Voilà, donc en complémentarité les unes avec les autres. Mesdames et messieurs, si personne d'entre vous ne souhaite intervenir ni sur les réseaux sociaux, ni sur Internet, pardon. Si, madame. Non, moi j'avais juste. Jessica Lagrange, éducatrice au sein de la cellule des informations préoccupantes du conseil départemental. Moi j'avais juste une question par rapport aux obligations de soins décidées par la justice. Comment ça se déroulait exactement, enfin, ce qu'on demandait aux gens dans l'obligation de soins. Alors, ce n'est pas nous qui vont, ils sont effectivement orientés suite à une condamnation. Donc, il y a une ordonnance dans laquelle il est spécifié qu'ils doivent consulter un centre de soins. Le nôtre étant anonyme et gratuit, la plupart du temps, ils s'adressent à nous. Ils peuvent s'adresser aussi à leur médecin traitant, ce que parfois certains font. En ce qui nous concerne, certains viennent dans un premier temps en disant « moi je viens parce qu'on m'y oblige ». Et ils viennent chercher le papier pour dire qu'ils sont venus. Notre rôle à nous, ça va être effectivement de les informer, d'essayer de donner des entretiens motivationnels au fil du temps pour essayer de faire en sorte qu'ils accrochent et qu'ils s'inscrivent dans cette démarche de soins. On y parvient parfois et certains sont même très surpris parce que l'obligation fait que dans un premier temps c'est un rejet. Et au fil du temps, au fil des entretiens, quand ils veulent bien se donner ce temps-là, quand c'est pas juste je prends 5 minutes et je n'ai rien à vous dire, certains entrent dans le processus et peuvent obtenir des résultats. On en voit qui souhaitent des hospitalisations à la suite de ça, pour des sevrage, etc. Mais c'est très aléatoire et on ne sait pas en fonction du profil. En ce qui nous concerne, s'ils sont réfractaires, ils viennent, on ne peut que leur faire le papier pour dire qu'ils sont venus. On n'a pas d'autre possibilité que celle-là, parce qu'ils se sont déplacés. Mais voilà, il n'y a pas de réel travail qui se fait. Et donc ce papier suffit? Pour la justice, oui. Ils sont venus, ils ont eu un rendez-vous, ils ont honoré leur rendez-vous. Et voilà, donc après, il arrive que le STIP se contacte plus directement en disant voilà, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que réellement il a fait des mesures de façon systématique, est-ce que vous avez l'impression que le travail s'engage. Après, on n'est pas des auxiliaires de justice, nous on est dans le soin. Donc vous n'avez pas forcément de compte-rendu entre guillemets à faire du rendez-vous. On n'a aucun retour à faire à la justice par rapport à ça, c'est juste qui est venu ou pas, mais de la même façon que si deux fois le temps médecin traitant, ça va être à consulter tel jour. Voilà. Après, s'il n'y a aucune alliance avec la personne, on est en droit de dire, nous soignants, écoutez, il n'y a pas d'accroche, mais vous êtes à peine poli par exemple pour certains, j'arrête, voilà. Ça peut être un départ aussi pour rebondir sur autre chose, sur une réflexion, mais nous on pose le cadre aussi, hein, on n'est pas obligé, c'est le patient qui est passé, c'est l'usager qui est obligé, hein. Donc voilà. Monsieur. Jean-Maurice Rodan. Une personne prend la décision de vous consulter concernant son addiction aux jeux vidéo. Quelle orientation prenez-vous et où est le contenu? Quel contenu? Alors, est-ce que c'est possible de répondre à cette question? De toute façon, en première intention, on fait un entretien pour voir ce que veut la personne, son choix, si elle veut arrêter ou pas, et si addiction ou pas. Addiction, c'est quand elle ne peut plus s'en passer et qu'elle ne fait plus rien de sa journée ou de son travail ou de ses études. Après, il faut faire une évaluation, parce qu'en plus, addiction au jeu d'argent, je suppose. Vidéo. À quel âge? C'était une question générale, voilà. Oui, parce que en général,
général, il y a des enfants qui jouent beaucoup, mais on ne peut pas parler d'addiction. Les adultes, c'est différent. Est-ce qu'il y a une limite? La limite, c'est lorsqu'il n'y a que ça qui compte entre l'addiction et jouer beaucoup. Alors, l'addiction, Excusez, je trouve qu'on entend bien la réponse parce que monsieur a eu du mal à l'entendre. Allez-y. Si ça se répercute leur jeu sur leur scolarité, sur leur vie sociale en général, effectivement, ça devient problématique. Voilà, il y a des entretiens, des techniques psychothérapiques qui peuvent nous faire réfléchir sur ces problématiques et qui peuvent être souvent en fait éducatives. Voilà, donc entre addiction et puis jouer beaucoup, il y a en effet une nuance. Il y a un curseur à mettre en place. Pour répondre à ta question, Jean-Marie, c'est de toute façon à chaque fois une histoire très personnelle. C'est-à-dire que personne n'a le même type de relation à un comportement ou à un produit. Donc on ne peut pas répondre de façon générale, ça va dépendre du patient, de sa demande, de sa situation à la santé. Et voilà, donc ça c'est l'évaluation qui est faite par les professionnels sur la base de données précises, scientifiques. Et après, il y a quand même une évaluation aussi en équipe avec les médecins, etc. pour déterminer ce qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Merci, ça vous convient comme réponse. Parfait. D'autres réactions? Oui, madame. Bonjour, donc je suis éducatrice de jeunes enfants. On a parlé donc des différents produits. Est-ce qu'il y a une sensibilisation par rapport au sucre, puisqu'on est voilà, parce qu'il est partout. Voilà, est-ce que c'est un produit qui est accordé? Alors, non, le gros lobby. Voilà, j'ai pensé. Après, on en cause quand même parce qu'on le cite, mais on ne peut pas le déclarer comme étant produit addictif, même si les études ont fait que. Voilà. Mais pour l'instant, non. Oui, pour l'instant, le sucre n'est pas classé dans les substances psychoactives par les spécialistes. Donc peut-être que ça arrivera après. Le sucre, c'est une thématique un peu particulière. Après, c'est en lien déjà avec les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Et le sucre, en fait, c'est un des seuls produits dont on a besoin aussi pour vivre à la base. Mais après, il faut différencier les sucres. On a fait une thématique très large. Le sucre, on y viendra peut-être, hein, mais je pense que les prochaines années, ça sera. Voilà. D'autant plus, comme précisait madame, on a plus tendance à aller vers le sucre en majorité que vers la cocaïne. Oui, c'est pas aussi ça. C'est pas les mêmes effets, et après, il faut bien différencier sucre et sucre. Hein. Si c'est du fructose que vous avez dans les fruits, il y a moins de risque de devenir addict à du fructose qu'à du glucose ou du saccharose qui sera transformé par des procédés chimiques. Donc il y a peut-être d'autres choses. Et je pense qu'il manque des études aussi à ce niveau-là. Nous, on rencontre la demande d'addiction au sucre. Il y a des gens qui viennent voir pour l'addiction au sucre. Donc après, ils étudient comme le sucre caché, il y a aussi addiction au coca, au monster, toutes les boissons énergétiques. C'est des choses qui reviennent de plus en plus chez les jeunes. Carole, tu as dit quelque chose, il y a une intervention. Voilà, du côté IRES, on a aussi développé des programmes de nutrition, Nutrira, Nutricrèche par exemple, pour les jeunes enfants, puisque c'est votre public, où c'est abordé, mais pas approfondi, comme disait Mélanie Bars. On ne peut pas s'appuyer sur des études qui ne sont pas encore suffisamment formalisées. Donc on s'appuiera uniquement que sur des données santé publique France. Et donc on sensibilise simplement à la problématique du sucre dans le cadre de l'alimentation. C'est peut-être par ce biais-là qu'on peut envisager l'accès à cette information auprès du très jeune public. Mais vous, en tant que professionnel, vous pouvez faire remonter justement ces éléments-là. Oui, mais ça c'est fait. On n'est pas les premiers à dire non plus. Ça mettra un petit peu de temps tout simplement avant d'avoir des études suffisamment fiables et qui ne soient pas biaisées par des laboratoires. Madame. Oui, bonjour, Sonia Dubois, proviseur de la cité scolaire de Busson. Merci déjà pour les partenariats qu'on peut mener avec vous et pour justement toutes ces actions de prévention que nous menons au sein de nos établissements scolaires. Moi, j'ai une question par rapport avec vous justement des études sur les prises de médicaments. Parce que là, on a parlé des addictions, enfin, excusez-moi pour le terme, mais classiques que l'on connaît
tous, mais on a, alors c'est peut-être juste une impression, mais un sentiment quand même d'une médicalisation, une automédicalisation des fois chez les jeunes ou comment dirais-je, qui peuvent être aussi prescrites par des médecins, mais très jeunes. Et c'est vrai qu'on a un sentiment qu'il y a de plus en plus cette problématique-là. Oui, on a quelques cas quand même, parce qu'il y a des personnes, des jeunes qui prennent des antibiotiques, on va dire. On a du mal à vous entendre, excusez-nous. Alors, c'est des jeunes, effectivement, de 17 ans, 16-17 ans, qui sont mal dans leur peau et qui vont prendre des anxiolytiques des parents, que ce soit du Serostal, du Lexomil, et il y a une dépendance qui se crée assez rapidement. Donc, de façon à avoir l'effet, ils vont augmenter les doses et être de plus en plus pour la demande. Et là, à ce moment-là, ça pose problème et nous, on les passe au moment. Et vous en rendez compte au sein de l'établissement? Il y a des anxiolytiques, bien sûr, cette problématique-là qu'on rencontre, qui ont un impact sur la scolarité, mais également, vous parlez du Doliprane, mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose d'anodin, c'est-à-dire on prend ça comme on prend un bonbon, quoi. Voilà, je crois qu'il y a une sensibilisation qui n'est pas forcément faite. Sur le Doliprane, non, sachant que ça fait par mal au poids, ça en prend beaucoup. Mais moi j'ai pas rencontré ça, c'est plus sur l'effet du médicament. Il faut qu'il y ait une action en action. Donc ça intéresse le jeune et assez rapidement. Donc les Lexomil entre autres, le Serostal, tout ce qui est dans les des épices, ça c'est plutôt intéressant. Et d'autant plus que maintenant on en trouve dans un. Valérie Verdier, oui. Oui, c'est parce que c'est facile à trouver aussi et en fait on est quand même le premier pays consommateur et oui, et le Doliprane en fait c'est juste un mésusage parce que ça nous apparaît comme quelque chose d'immédiat en fait, c'est un problème et notre société est en train de passer dans l'immédiateté, donc en fait c'est parti des nouveaux modes de consommation aussi. Mais est-ce que vous en informez justement le public que vous avez en face de vous, puisque vous faites en effet de l'information interdaddiction sur les médicaments? C'est délicat les médicaments parce que ça touche au milieu de la santé. Donc l'information que je fais sur les médicaments psychotropes, avec un pouvoir psychoactif, mais le Doliprane, à part effectivement la prévention au niveau santé, risque hépatique, il n'y a pas de pouvoir addictif. Je ne connais pas à ma connaissance. Oui, voilà, et maintenant il y a d'autres réactions. Forcément, c'est très bien, monsieur. Bonjour, oui, Pierre Chattigny, psychologue clinicien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que les différents exposés là ont mis en exergue aussi quand même certains flous du côté de la loi. La psychologue précédente a parlé de la loi en tant que son outil principal de travail. Certes, oui, mais on voit qu'elle n'est pas toujours très très claire. En ce sens, je pense qu'il n'est peut-être pas simple pour les enfants, bien sûr sur le champ de l'enfance, de s'y repérer dans tout ça. La loi n'est pas claire, mais on a pu apercevoir aussi combien notre société actuelle comprend certains paradoxes, voire quelques folies. Quand même l'incitation très nette à fumer des enfants, mais évidemment, il ne faut pas fumer. Donc, je veux dire par là que tout ça ne facilite pas la vie aux enfants, pour s'y repérer. On est aussi dans une époque où il y a comme ça une volonté de toujours repousser les limites au plus loin. C'est pas simple dans le sens où, en institution, on voit, par exemple, que le positionnement de chaque professionnel peut être un petit peu différent de l'un à l'autre par rapport aux interdits qu'il va poser, etc. Mais quand en plus des choses comme ça ne sont pas suffisamment repérées, je crois que ça rajoute de la difficulté. Et une pathologie, on pourrait dire comme ça, à laquelle on assiste de plus en plus aujourd'hui, c'est aussi cette pathologie relative à l'autorité, c'est-à-dire une autorité qui est tout à fait questionnée, attaquée, et face à laquelle il est difficile pour des professionnels, éducateurs ou autres, de faire quelque chose. Et ça, c'est là où je voulais revenir. Moi, j'en reviens à un point qui a été un petit peu abordé tout à l'heure, c'est celui des parents.
je crois, encore une fois, on revient vraiment sur le champ de l'enfance. Il est important, je crois, de solliciter les parents, de les mobiliser, de mobiliser l'analyse qu'ils peuvent faire eux de leur rapport à un produit, de leur rapport à l'écran, puisque vous l'avez suggéré aussi, mais je crois que chez les adultes, on n'est quand même pas épargné par cette pseudo-addiction, voire addiction profonde parfois, aux écrans. L'analyse qui peut être faite, il y a eu une petite vignette là d'une personne qui ne parvenait pas à interdire son enfant de prendre sa carte bancaire. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à creuser, à travailler. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'indispensable. Voilà. Alors, ça complexifie pour les enfants, mais aussi pour les professionnels que vous êtes, justement, tout ce dont vous soulevez. Vous travaillez après le préfet pour accompagner toute la complexité. Oui, bien sûr, ça complexifie. C'est pour ça que dans le cadre de ma profession, je vais prendre le parti justement de favoriser une analyse la plus approfondie possible, justement, de son rapport à l'autorité, du parent, du rapport à l'autorité, à la loi que peut avoir le parent, par exemple. C'est un exemple. Et je pense que c'est porteur d'effet. Mais il est certain que oui, ça complexifie. Ouais, merci à vous. Merci pour vos interventions, mesdames. Oui, juste voilà, je vais vous rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur. Oui. Voilà, je pense que nos trois structures restent à votre entière disposition aussi pour travailler avec vous, en collaboration avec vous et vous faire avancer aussi dans vos pratiques et qu'on avance ensemble. Voilà, donc Addiction France, nous on est toujours, enfin, aussi on est à disposition des structures. On est en chemin de l'offre de service, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez travailler aussi sur ces questions-là avec vous, professionnels. Voilà, c'est vraiment notre travail, et si nous on ne peut pas le faire, on vous renverra forcément vers la structure la plus compétente. Si c'est votre demande, c'est plutôt travailler sur le soin, on vous renverra vers le SAPA. Si c'est sur d'autres thématiques, ça sera direct. N'hésitez pas à nous solliciter les uns et les autres. On se connaît bien, on a la chance d'être dans un tout petit voilà, ça facilite les relations. Et qui facilite énormément les relations, donc n'hésitez pas à nous solliciter les uns et les autres. Et puis, pareil, on laissera tous des documentations à votre disposition pour que vous puissiez nous solliciter le maximum. Et juste aussi, on oubliait de dire tout à l'heure sur Addiction France aussi, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association Addiction France, donc addiction-france.org, où vous allez trouver tout un tas de documentation qui peuvent vous être utiles. Voilà. Merci à vous en tout cas, mesdames, pour vos différentes interventions. Avant que vous fassiez du bruit en vous levant, merci de vous avoir